Ok, quand le concept de fast-food est arrivé, il répondait à une demande assez claire. Les clients voulaient manger rapidement, sans avoir à attendre un serveur comme dans un resto traditionnel, mais surtout à moindre coût. Parce que le prix bas, ça a toujours été au cœur du concept. Le fast-food, c'était l'idée de manger pour moins cher que dans n'importe quel resto tradi, et c'est en partie pour cette raison que ce format n'a fait que de se développer ces dernières décennies. Dans les années 80, c'était vraiment l'âge d'or pour les fast-food, c'est-à-dire qu'à cette époque, chaque franchisé qui arrivait à proposer des burgers pas chers avec un service bien réactif faisait fortune. C'était clairement la recette gagnante à absolument exploiter, surtout aux États-Unis. Le truc, c'est qu'à cette époque, quelque part en Virginie, il y a un père de famille et ses 4 fils, 5 gars donc, qui se disent ok, les fast-food c'est cool, mais les fast-food c'est tout sauf premium. Les burgers sont industriels, les ingrédients surgelés, la qualité passe souvent après la rentabilité, bref. Les chaînes de fast-food, elles misent sur les volumes et les marges, donc plus c'est rapide et bon marché à produire, mieux c'est. Ce qui comptait surtout, c'était le prix affiché sur le menu à l'arrivée, hein, c'était ce que demandaient la plupart des clients. Ce genre de resto parlait avant tout à la classe moyenne et ouvrière américaine, ces familles qui travaillaient beaucoup, avaient peu de temps et voulaient simplement pouvoir s'offrir un dîner à l'extérieur sans trop se ruiner. En faisant ce constat, le couple et la fratrie des Merrell se disent ok, si tout le monde fait la course au prix le plus bas, nous on va faire l'inverse. On va miser sur la qualité brute, le goût et le fait maison. On veut prouver qu'un fast-food peut être simple sans être cheap et que de toute manière, les gens sont prêts à payer un peu plus cher si ce qu'ils mangent est vraiment bon. Ils sont complètement fous de penser comme ça. Parce que d'un côté, t'as la classe ouvrière qui n'a pas vraiment les moyens de dépenser une blinde à chaque repas, sachant que le concept c'est justement de manger à pas cher hein, de base. Et de l'autre côté, la classe plus aisée, celle qui pourrait se permettre de payer un peu plus pour mieux manger, méprise complètement ce genre d'endroit. Pour elle, le fast-food c'est gras, industriel, c'est réservé à ceux qui n'ont pas vraiment le choix. Donc ils veulent parler à qui ces 5 gars là? Ça répond aux besoins de personne leur idée. Et pourtant, ils y croient dur comme fer. Ils sont persuadés qu'il y a un coup à jouer, que le fast-food premium a effectivement sa place. Et ils vont jusqu'à investir toutes leurs économies pour ouvrir leur premier restaurant en 86 à Arlington en Virginie. C'est un petit local sans prétention avec un menu minuscule, juste des burgers et des frites maison, pas de publicité, pas de franchise, rien d'autre que le bouche à oreille et la conviction que si le produit est vraiment bon, les gens finiront par venir. Clairement à cette époque tout le monde prenait les Merrell pour des fous, mais pourtant si aujourd'hui on voit leur resto partout dans le monde, c'est bien pour une raison. Alors comment nos 5 gars ont réussi à transformer un simple burger de quartier en une chaîne mondiale présente sur tous les continents? Comment une famille sans grosse fortune partie d'un petit resto en Virginie a réussi à carrément redéfinir le fast-food avec un concept si étrange? Est-ce que dans le fond leur cuisine est vraiment si premium que ça? Je vous préviens, l'histoire est assez dingue, il y a beaucoup d'anecdotes à raconter, je vous parle d'une success story que personne n'avait vu venir, et croyez-moi, après cette vidéo, vous ne verrez plus ce gros logo blanc sur fond rouge de la même façon. Quand leur premier resto ouvre ses portes en 86, c'est dans un petit local perdu au fin fond d'un centre commercial vieillissant d'Arlington, en Virginie donc. Jerry Merrell, le père de famille, et sa femme Janie misent littéralement tout sur ce stand de burgers à emporter assez modeste. Sans surprise, aucune banque n'a accepté de les financer, alors ils ont pris 35 000 $ sur leurs économies pour louer cet emplacement du Westmont Shopping Center. Bon, le lieu il est loin d'être idéal, c'est selon leur dire le seul endroit qui a bien voulu leur louer un espace, donc bon, ça annonce la couleur. Mais le loyer est abordable et surtout, ils se disent bon, si on arrive à prospérer dans ce vieux centre commercial qui a plus vraiment la côte, bon, ça voudra vraiment dire qu'on tient un bête de concept. Dès le départ, la famille pose direct leur business plan, la qualité avant tout, quitte à aller à contresens de l'industrie. Ils se disent même pas ok, on va quand même essayer de jouer avec des prix bas pour qu'on se fasse connaître. Non, non, ils foncent tête baissée et Jerry, il y croit dur comme fer. Il y croit tellement dur comme fer qu'au début du projet, il réunit ses 4 fils aînés, Jim, Matt, Chad et Ben, et leur dit bon là votre projet c'est d'aller à la fac, mais faites-moi confiance et rejoignez-moi faire des burgers plutôt, parce que les burgers c'est cool et vous inquiétez pas, ça va marcher. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, les fameux 35 000 $ étaient de base destinés aux études de leurs 4 enfants, donc ouais, autant vous dire qu'à ce moment-là la situation est tendue pour la famille. Ils font un all-in sur un projet de resto extrêmement risqué, ils ont aucune certitude que ça va prendre et surtout ils risquent littéralement les études de leur fils.
Si leur projet ne fonctionne pas, ils n'auront même plus de quoi leur offrir des études. C'est pour vous dire d'à quel point ils y croyaient. Ces 4 fils vont finir par accepter, toute la fratrie Murrell se lance à fond dans l'aventure en étant bien conscient que dans tous les cas, ils n'ont pas vraiment de plan B, hein. Je vous rappelle que le budget études il est passé dans une friteuse notamment, ce qui en vrai rétrospectivement était plutôt malin. Alors je dis pas que déscolariser ces 4 enfants et tout miser sur un business qui est loin d'avoir fait ses preuves sont des décisions extrêmement safe à prendre, je dis juste que sans plan B, sans matelas de sécurité, bah t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Quand t'as tout mis sur la table, que toute la famille dépend du succès de ton resto, bah là d'un coup chaque détail compte. La cuisson, la qualité du pain, la façon dont tu parles au client, tout ça. Les Murrell n'avaient pas un plan marketing, ils avaient surtout une obsession, faire le meilleur burger possible parce que leur avenir en dépendait littéralement. Si là maintenant je te dis fais-moi le meilleur burger que tu puisses faire, tu vas sûrement me sortir un plat très correct, hein, j'en doute pas. Mais maintenant si je te dis fais-moi le meilleur burger possible sinon je détruis ta maison et tu dormiras dehors pour une durée indéterminée, bah crois-moi que tu t'appliqueras d'autant plus sur chaque étape. Bon c'est une métaphore assez extrême, hein, je vous l'accorde, mais en attendant, bah c'était presque leur cas. Bref, au bout du compte, leur premier resto ouvre ses portes, ce qui en soi est une première grosse victoire. Et ce premier Five Guys ne sert que 2 choses, des burgers, des frites et c'est tout. C'est tout. Ouais, la carte est plutôt sobre, Jerry n'a pas l'expérience d'un chef cuisinier pour proposer davantage de menus, mais il connaît ces 2 classiques sur le bout des doigts. C'est clairement sa spécialité, donc il en joue. Pas de dessert, pas de café, pas même de milkshake, mais par contre, niveau ingrédients, il se concentre uniquement sur des produits frais et du fait maison. Les recettes sont simples mais très quali. Ouais, dit comme ça, le plan paraît d'autant plus complexe. Si tu veux un accompagnement avec ton burger et tes frites, bah c'est mort. Et pour beaucoup, c'est un gros défaut. Pour Jerry, c'est pas vraiment un problème, enfin pour l'instant, il préfère proposer un seul plat, certes, mais un seul plat parfait. Il tient un discours du style « Voilà, notre objectif c'est uniquement de vendre des burgers, mais ils seront si bons et quali que n'importe quel gars qui en goûtera un sera prêt à faire un détour pour en reprendre. Pas besoin de pub, pas besoin de promo, juste un produit tellement bon qu'il se vendra par le bouche à oreille. » Un exemple assez frappant qui témoigne de cette stratégie, c'est le choix de leur premier pain à burger. Enfin, je veux dire, ils auraient pu s'approvisionner en pain à burger industriel tout en proposant une garniture avec des produits frais à l'intérieur et les clients auraient déjà été contents. Mais non, pour leur pain, ils décident de s'approvisionner chez Brenner's Bakery, une boulangerie artisanale locale bien réputée depuis les années 40. Chacun de leurs petits pains briochés est ultra frais, moelleux et légèrement sucré, d'une qualité telle qu'il coûte 7 fois plus cher que ceux utilisés chez McDonald's. Ça n'a absolument rien à voir. Pour la marge, c'est une catastrophe, mais qu'à cela ne tienne, hein, Jerry est prêt à payer le prix. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de concession qui tienne. Pareil pour les frites, elles sont préparées comme nulle part ailleurs avec des pommes de terre fraîches d'Idaho coupées à la main chaque matin, rincées longuement pour enlever l'amidon, puis plongées dans de l'huile d'arachide 100% naturelle. Ça coûte évidemment bien plus cher à cuisiner que des frites plus tradies qui dans tous les cas sont souvent vues comme un accompagnement secondaire, mais qu'importe. D'ailleurs niveau garniture des burgers, ce sont les Murrell qui partent eux-mêmes faire les courses et qui sélectionnent les meilleurs ingrédients en rayon, quitte à prendre les cornichons les plus chers du marché. On est sur un niveau d'investissement encore jamais vu pour un fast-food. Clairement, ils passent pour des ovnis. Après, ils en profitent, ils peuvent se le permettre parce que c'est encore qu'une petite affaire de famille. Bon, depuis tout à l'heure, je vous fais un monologue sur la qualité de leur burger, mais vous allez sûrement me dire, ok Baptiste, tout ça c'est bien beau, mais leur burger, il coûtait combien au final? Eh bien, 1,79$. Bon, dit comme ça, c'est pas beaucoup, hein, je vous l'accorde, mais à l'époque, c'était considérable. À titre de comparaison, un burger chez McDo en 86, c'était genre 80 cents. Et avec l'inflation, 1,79 équivaut aujourd'hui à plus de 5$ actuels. Ouais bon, 5$ pour un burger avec des produits frais en 2025, tu peux oublier, hein, mais pour l'époque, je me répète, c'était loin d'être du low cost. Bref, leurs burgers sont chers mais très quali. Le seul problème, c'est que personne n'y croit du coup. Autour d'eux, beaucoup pensent que les Murrell foncent droit dans le mur en s'entêtant sur la qualité. D'ailleurs, je le répète, hein, les banques refusent de leur financer quoi que ce soit, ce qui est jamais un très bon signe. Bref, en 86, pas grand monde est enthousiaste, hein, si bien que lors du premier jour de service, il y avait pas full au départ. Et par pas full, je veux dire, il y avait personne. On a ouvert à 11h et jusqu'à 11h30, personne n'est venu. Une demi-heure atrocement stressante, racontera plus tard Jerry. Pendant une demi-heure, c'est clairement la panique, hein. Personne n'a pris la peine de se déplacer pour l'inauguration.
Puis enfin, une première personne pousse la porte, puis une deuxième, puis une troisième, et mine de rien, en quelques minutes, le bouche à oreille spontané semble faire effet. Le petit local se remplit et à 12h30, l'endroit est déjà bondé. Ce jour-là, la file d'attente déborde même sur le trottoir. Bon, certes, leur premier local était vraiment petit, hein, donc il n'y avait pas 500 clients non plus, mais clairement, Jerry, il est plus que soulagé de voir qu'au bout d'1 heure et demie de service, son resto familial est presque déjà complet. En quelques semaines, le petit restaurant devient une adresse connue des habitués du coin, prouvant que même sans pub et sans promo, une bonne idée finit par attirer du monde. Lors de l'inauguration, la plupart des clients se sont dit « Bon, ok, c'est cher, mais je vais prendre le temps de tester pour voir ce que ça donne ». Mais au final, la qualité des burgers proposés leur a fait relativiser le prix plus élevé. Et ça, c'était exactement le plan de Jerry. Bon, le truc c'est que malgré leur petite clientèle locale, les débuts sont difficiles. Ils sont encore à des années-lumière du succès que l'on connaît aujourd'hui. Les Merrell doivent tenir la cadence sans grande expérience et maintenir leurs exigences en termes de qualité, malgré la demande de plus en plus forte. Autant vous dire que toute la famille met la main à la pâte. Jerry est au grill, ses fils préparent les garnitures, coupent les frites, nettoient le sol en fin de service. Chacun occupe tous les postes tour à tour. Mis à part 2 employés extérieurs, ce sont uniquement le père et ses garçons qui font tourner la boutique au début. Et Jenny Merrell, elle, s'occupe de la comptabilité et du fonctionnement global en coulisses. Alors faire tourner un business en famille, c'est à la fois très cool, mais aussi très bourbier. Parce que d'un côté, t'as la confiance absolue, tu sais qu'il y a peu de chances que ta propre famille te trahisse, que tout le monde rame dans la même direction. Mais de l'autre, t'as zéro filtre. Les disputes de boulot deviennent vite des disputes de famille et chaque désaccord peut foutre le feu à la table du dîner. Chez les Merrell, c'était exactement ça. Une aventure 100% familiale avec autant d'amour que de tension, mais une seule obsession partagée, faire les meilleurs burgers du pays. Leur quotidien, c'est des journées de 12 heures debout à cuire des steaks et des frites, à servir des clients toujours plus nombreux tout en gérant la logistique d'un restaurant qui ne désemplit pas. Ils sont fatigués, très fatigués, mais bien contents de voir leur vision prendre vie. Même avec le succès grandissant de leur resto, la famille reste catégorique. Ils ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et s'opposent à des services qui sont de plus en plus perçus comme la norme, genre comme typiquement la livraison à emporter. Il y a une anecdote à ce sujet qui est assez folle. En fait, peu de temps après l'ouverture de leur premier resto, il y a les bureaux du Pentagone, situés à genre quelques kilomètres seulement, qui appellent Jerry pour commander 15 hamburgers en demandant une livraison. Le Pentagone, c'est pas rien, hein. On parle pas de clients lambda, mais au téléphone, Jerry leur dit venez les récupérer car nous on livre pas. Si tu le fais voyager, tu perds tout, la texture, le goût, l'esprit même de ce qu'il faisait donc. Même si tu fais partie de l'élite du département de la défense des États-Unis, tu vas devoir venir sur place comme tout le monde, un point c'est tout. Les équipes du Pentagone, elles étaient encore jamais tombées sur un restaurateur aussi intransigeant. Et là où c'est très fort, c'est qu'après ce refus de livraison, il y a eu de plus en plus de clients du Pentagone qui sont venus en personne, intrigués par ce petit resto familial qui a osé, si je puis dire, tenir tête au département de la défense des US. En refusant de livrer, Jerry leur a envoyé un message fort. On n'a pas besoin de vous, c'est plutôt vous qui avez besoin de nous. Et ça, c'est du marketing involontaire, mais redoutable. Ce genre d'attitude crée une perception de valeur. Si le produit n'est pas facilement accessible, alors il doit vraiment être exceptionnel. Résultat, les gens du Pentagone puis d'autres clients ont commencé à venir par curiosité puis par conviction pour goûter ce fameux burger trop bon pour être livré. Bref, en quelques années, malgré les galères logistiques, la carte toujours aussi sobre et les marges plus faibles que celles des géants du secteur, le petit resto d'Arlington s'est fait une vraie place dans la région. La presse locale multiplie les critiques élogieuses sur le goût unique de ces burgers maison et on commence à voir un véritable engouement. En 86, ils étaient partis d'un seul point de vente et 15 ans plus tard, en 2001, Five Guys compte déjà 5 restaurants rien qu'à Washington DC et en Virginie. Le tout sans aucune promo, uniquement grâce aux bouche à oreille et aux éloges des journaux. Ces restos sont tous gérés par la famille et à la fin des années 90, Jerry Merrell reçoit de plus en plus de sollicitations d'investisseurs et d'entrepreneurs qui voient en Five Guys un concept finalement prometteur à développer ailleurs. Ouais bon, clairement, quelques années plus tôt, il tenait pas vraiment le même discours. On commence à lui parler de franchise, c'est-à-dire l'idée de laisser d'autres entrepreneurs ouvrir des restaurants Five Guys sous son nom en échange d'une part des bénéfices. C'est comme ça que des fast-food comme McDonald's se sont implantés partout dans le monde à une vitesse folle. Mais Jerry, naturellement, il est très réticent. Il avait toujours juré ne jamais franchiser son restaurant.
Il avait peur que la qualité lui échappe. Pour lui, chaque détail comptait, donc la cuisson, la fraîcheur des ingrédients, la manière dont on accueille le client. Il craignait que des franchisés motivés avant tout par le profit fassent des concessions et commencent par exemple à mettre des produits surgelés ou à accélérer le service au détriment du goût. En gros, il avait peur de perdre l'âme du restaurant, ce truc authentique qui faisait tout le succès de Five Guys. Bon, finalement, il s'est laissé convaincre par ses fils qu'il était temps de penser plus grand. Il y a même son fils aîné Jim qui lui a offert le livre Franchising for Dummies, littéralement les franchises pour les nuls, hein, c'est-à-dire que voilà. Et au final, la famille a fini par céder à l'idée d'étendre le concept. L'année 2003 marque alors un tournant. Five Guys commence à accorder des franchises et à sortir du cadre familial, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'engouement explose. En à peine 18 mois, plus de 300 nouveaux restaurants sont planifiés à travers le pays. Les demandes affluent de partout tant le concept fait envie. Et Five Guys change d'échelle presque du jour au lendemain. La petite entreprise familiale de Virginie est sur le point de devenir une chaîne majeure de la restauration rapide, sans pour autant renier ses principes. Genre typiquement quand un manager leur a suggéré de réduire les coûts en passant à des steaks congelés, les Merle ont carrément organisé un test à l'aveugle pour lui prouver que le bœuf frais a bien meilleur goût, et ils finiront par gagner le débat grâce à cette petite expérience. Aujourd'hui, des Five Guys, il y en a un peu plus de 1800 à travers le monde, répartis dans une vingtaine de pays. Et forcément, avec une telle quantité de restos, difficile de croire que la promesse de qualité artisanale soit strictement la même partout. Mais croyez-moi, chez les Merle, ils ont vite imposé leurs règles bien strictes. Typiquement, aucun congélateur, aucun micro-ondes, aucun minuteur. Chaque burger doit être cuit à l'œil sur plaque avec de la viande fraîche. Les pains à burger proviennent toujours de boulangeries partenaires agréées, cuits 5 jours par semaine pour rester moelleux, tandis que les frites doivent être préparées à la main et frites exclusivement dans de l'huile d'arachide raffinée. Chaque restaurant doit afficher la cuisine ouverte, l'identité rouge et blanche et suivre des audits réguliers menés par le siège pour contrôler la qualité et la propreté. Les équipes passent carrément par la Five Guys University, une formation obligatoire qui en gros certifie le respect des standards de cuisson, d'hygiène et de service. Donc pour résumer, la chaîne n'a pas industrialisé le goût, elle a industrialisé la rigueur, les mêmes ingrédients, les mêmes gestes, les mêmes process, répétés à la perfection pour préserver même à l'échelle mondiale l'esprit artisanal du premier restaurant familial d'Arlington. Faut dire que leur pari de base s'est révélé gagnant, parce qu'en misant sur la qualité plutôt que sur le prix, ils ont réussi à créer un positionnement unique dans un marché saturé. Là où les autres chaînes se battaient pour être les plus rapides ou les moins chères, Five Guys a choisi d'être la plus fiable. Leur modèle repose sur une idée simple mais redoutablement efficace: offrir une expérience cohérente où le client sait exactement ce qu'il va avoir, un burger généreux préparé à la main toujours frais. Et ce pari, qui semblait insensé dans les années 80, leur a permis de bâtir une marque devenue symbole de confiance et de qualité. Ils ont prouvé qu'il y avait bel et bien une place, même dans le fast-food, pour ceux qui refusaient de brader leurs standards. Le truc, c'est que forcément, cette chaîne de restaurants ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup reprochent à Five Guys d'être trop cher pour du fast-food. D'autres trouvent l'image de la marque un peu hypocrite, genre un discours authentique et artisanal, mais avec plus de 1800 restaurants, c'est pas si naturel, hein. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis sur la question en commentaire. Comment est-ce que vous vous positionnez sur le sujet? Est-ce que vous avez déjà eu des bonnes ou des mauvaises expériences dans un Five Guys? Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la famille Merle reste aux commandes de Five Guys, toujours propriétaire majoritaire de l'entreprise. Jerry, lui, il a pris du recul, faut dire qu'il a maintenant 84 ans tout de même, mais il a toujours ce rôle de gardien de la philosophie d'origine. Et du côté de sa femme Jenny, elle reste toujours impliquée dans la gestion administrative. Bref, une affaire de famille qui pèse aujourd'hui des milliards. Au final, l'histoire des Merle, c'est celle d'une famille qui a cru dur comme fer à une idée que personne ne trouvait raisonnable. Miser sur la qualité dans un marché obsédé par le prix, refuser la livraison, refuser les compromis, tout ça aurait pu les conduire droit dans le mur. Mais cette conviction, presque têtue, a fini par payer. Et c'est peut-être ça la vraie leçon. Croire en son projet ne garantit pas le succès, hein, loin de là, mais ne pas y croire, c'est être sûr d'échouer. Les Merle ont tout risqué sur un pari qui paraissait fou, et aujourd'hui, leur nom est sur plus de 1800 restaurants dans le monde, comme quoi, parfois, la folie et la foi en son idée peuvent être les meilleurs des business plans.